L'aviation n'existerait pas s'il n'y avait eu les pionniers de la première heure. Les courses aériennes ont fait progresser la conception des appareils. Leurs propriétaires s'évertuaient à les rendre plus rapides et plus sûrs. Plutôt plus rapides que plus sûrs. Je crois qu'ils ont bien mérité de l'histoire. Lors de la bataille d'Angleterre en 1940, Hitler doit sa véritable première défaite à la Royal Air Force. La victoire, on la doit à deux chasseurs anglais, le Hurricane et le Spitfire. Le Spitfire était le plus rapide des deux. C'était un descendant direct des vainqueurs de la dernière Coupe Schneider. Il avait été conçu par le même homme, R.J. Mitchell. Son moteur Merlin découlait des moteurs d'aviation de course construits par Rolls-Royce, plus d'une décennie auparavant. Le pilotage du Spitfire était un vrai plaisir pour ses pilotes d'essai. Je dirais du Spitfire que c'était un avion de sport. Il était vraiment passionnant. Vous savez, je n'avais que 24 ans à l'époque. C'était l'appareil que tout le monde voulait piloter, le favori des pilotes. Tous les pilotes qui l'ont eu en main l'ont aimé. Le prototype du Spitfire était muni d'une hélice à 4 pales à pas fixe. Un pas très mordant, mais il était mou au décollage. Le décollage n'était pas comparable à ceux que l'on pouvait faire très rapidement avec des hélices à pas variables. Tous les précédents chasseurs de la RAF étaient dotés de moteurs à refroidissement à air. De ce fait, il s'agissait de moteurs gros et trapus. Le Spitfire, avec son moteur à 12 cylindres en ligne, avait un nez très beau et très effilé. On aurait dit un avion pur sang. L'Allemagne avait des chasseurs à moteur à piston comparables, mais déjà la Luftwaffe faisait des expériences avec de nouvelles formules de propulsion. Le Messerschmitt 163 avait des caractéristiques révolutionnaires. La propulsion par fusée, à un empennage rentré et pas de queue. Une forme conçue pour la vitesse seulement. Il n'y avait pas la place pour loger un train d'atterrissage rétractable dans les ailes, si bien que l'avion s'était prévu larguer ses roues une fois en l'air. Son carburant se composait d'un mélange volatile, du peroxyde d'hydrogène, de l'hydrate d'hydrazine, de l'alcool méthylique et de l'eau. Il fallait protéger les pilotes contre les dangers que représentait le carburant capable de les dissoudre. L'appareil était délicat à manier et les nouveaux pilotes se trouvaient face à un problème de taille. Il n'y avait pas de version biplace, si bien que les premiers vols devaient être faits en solo. L'avion fusée était si secret que les pilotes qui le voyaient pour la première fois en étaient stupéfiés. On m'a conduit dans le hangar et quand j'ai vu l'oiseau, j'en ai été émoustillé. C'était un avion L propulsé par une fusée, une tuyère à peine plus longue qu'une machine à coudre. Deux hommes pouvaient à eux seuls poser et déposer le réacteur. Mais la puissance développée était énorme. La poussée du réacteur était d'environ 1700 kg, c'est-à-dire à peu près 6000 chevaux. Une puissance inconnue pour les chasseurs jusque-là. Les pilotes d'essai tels que Hannah Reitsch tombèrent amoureux de l'avion. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était fascinant.
C'était comme filer dans le ciel assis sur un boulet de canon. C'était comme être drogué par la vitesse. Une impression irrésistible. En bout de piste, on atteignait déjà la vitesse de 800 km à l'heure et l'on montait à vitesse constante jusqu'à l'altitude de 9000 mètres en moins de 2 minutes. La conception en était tout à fait unique. Le 163 était un avion qui vous électrisait parce qu'il avait cette époustouflante vitesse ascensionnelle. Les chasseurs normaux avaient une vitesse ascensionnelle de 960 mètres minute. Le 163, lui, montait à 4260 mètres minute. En revanche, son autonomie était très limitée et lorsqu'on maintenait la manette des gaz à fond, il n'avait que 3 minutes d'autonomie. Vers la fin de la guerre, le Messerschmitt 163 a été utilisé comme appareil d'interception des bombardiers alliés. Son palmarès fut piètre, mais l'avion terrorisait les équipages alliés. 2 avions fusées nous ont touchés. Ils nous sont apparus tels des chauves-souris dotés de tuyaux d'échappement blancs. Soudain, ils ont viré et nous ont fondu dessus en piqué. J'ai compris que nous avions affaire là à quelque chose de différent. À l'instant, je me suis demandé si c'était là l'arme secrète qu'Hitler promettait constamment d'employer contre nous. Ces avions nous ont stupéfiés parce qu'ils étaient capables de l'emporter sur tous les types d'appareils que nous avions à l'époque. Les pilotes devaient accomplir leur approche finale sans la puissance du moteur. Ils atterrissaient sur un patin. Il était dangereux d'atterrir sans avoir épuisé complètement son carburant. Les accidents étaient fréquents. En fait, 80% de leurs pertes se produisaient lors des décollages ou des atterrissages. Une fois, Anna Reitsch a dû atterrir alors que les roues étaient encore rattachées à l'appareil. J'ai dû faire mon approche à une altitude supérieure à la normale, ce qui a provoqué des turbulences sur les ailes, parce qu'il s'agissait d'un avion sans queue. L'avion est devenu fou avant de s'écraser dans un champ et d'être réduit en miettes. Ma tête a heurté le tableau de bord et j'ai été blessée au nez. Il a fallu me faire un nez artificiel, réparer mes fractures du crâne et mes vertèbres cassées et bien d'autres maux. Après 5 mois d'hospitalisation, je brûlais à nouveau du désir de continuer mon travail de pilote d'essai. Les vols d'essai furent tout aussi dangereux avec l'apparition d'un nouveau type de propulsion, la réaction. Le moteur à réaction allait ouvrir une nouvelle ère en matière de recherche de vitesse toujours plus extrême. L'Allemagne fut le premier pays à disposer d'avions à réaction, mais l'inventeur du moteur à réaction fut un jeune officier de la RAF, Frank Whittle. Il prit un brevet sur ce type de moteur en 1930, alors que le ministère de l'Air britannique tardait à en percevoir le potentiel. On lui coupa les vivres, si bien que les progrès furent lents et pénibles. En Allemagne, son homologue admet très ouvertement que Whittle était en avance sur lui. Si le ministère de l'Air n'avait pas refusé son soutien à Sir Frank, il aurait pu mettre au point un moteur à réaction au moins 4 ans plus tôt.